Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer 5 sujets, 5 thématiques qui caractérisent les relations entre deux géants asiatiques, l'Inde et la Chine. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de NordVPN qui, encore une fois, sponsorise la chaîne. NordVPN, c'est un logiciel qui vous permet de sécuriser votre connexion Internet. Généralement, si vous vous connectez à un Wi-Fi public, quand vous êtes en voyage ou en déplacement, par exemple dans un restaurant, un aéroport ou autre, votre connexion n'est pas chiffrée. Eh bien NordVPN va le faire pour vous. C'est-à-dire que vos données de navigation seront illisibles pour une personne qui tenterait d'y accéder. Et vous ne perdez pas en vitesse de navigation puisque NordVPN vous connecte à des serveurs qui sont parmi les plus rapides dans le monde. Il y en a plus de 5500 dans 60 pays. Sachez aussi que NordVPN ne conserve aucun registre de votre activité en ligne et l'entreprise a été auditée à ce sujet pour le prouver. Au-delà de la sécurité, ça permet également d'avoir accès à des catalogues différents sur des plateformes comme Netflix par exemple. Pour faire simple, si vous vous connectez à un serveur aux États-Unis, vous aurez accès au catalogue américain. NordVPN a été élu meilleur VPN lors des Best VPN Awards de 2019 et 2020 et il est garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Alors si vous souhaitez le tester, utilisez ce code promo ou le lien directement. Ça vous permet de bénéficier de 70% sur l'offre de 2 ans avec un mois gratuit pour 2,85 € par mois. Voilà, encore un grand merci à eux pour leur soutien. Vous le comprenez, ça me permet de faire vivre la chaîne. Et de votre côté, si vous souhaitez me soutenir, le meilleur moyen reste de vous abonner ou d'aller faire un tour sur le Tipeee de la chaîne. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, on revient à notre sujet, les relations plutôt tendues entre l'Inde et la Chine. Ce sont les deux géants asiatiques, les deux pays approchent des 1,4 milliard d'habitants et partagent une frontière dans les hauteurs de la chaîne himalayenne. Et justement, la question des frontières est sûrement la première à avoir engendré des tensions entre les deux pays durant leur histoire moderne. C'est notre première thématique et pour mieux la comprendre, il faut remonter un peu dans le passé. Avant 1947, le sous-continent indien fait partie de l'empire colonial britannique, sous le nom de Raj britannique. Durant leur présence dans cette partie du monde, les Britanniques vont tenter de définir leur frontière nord, qui jusque-là restait plutôt floue, et notamment au niveau de l'état princier du Jammu et Cachemire, donc un territoire faisant partie du Raj britannique, mais avec un Maharaja à sa tête. Les Britanniques proposent comme frontière en 1865 la Ardak-Johnson Line. À l'époque, la Chine ne réagit pas vraiment à cette proposition, mais on constate dans les décennies qui suivent qu'elle produit plusieurs cartes respectant à peu près cette frontière. Puis en 1914 est organisée la Convention de Simla, à laquelle assistent les Britanniques, la Chine, qui est devenue une jeune république après avoir renversé la dynastie Qing 2 ans auparavant. Si vous voulez en savoir plus sur cette période de la Chine, il y a une vidéo sur la chaîne qui en parle, et le Tibet, qui est à ce moment-là de facto indépendant. Le but de la Convention est entre autres de définir les frontières tibétaines, et il en ressort une frontière entre le Raj britannique et le Tibet, qu'on appelle la ligne McMahon. Le problème, c'est que l'accord est signé par les Britanniques et les Tibétains, mais refusé par les Chinois. Donc au début du XXe siècle, pour simplifier, on a la ligne Ardak-Johnson à l'ouest et la ligne McMahon à l'est. Mais la République de Chine, empêtrée dans des conflits armés internes, a pour l'instant d'autres problèmes à régler. Bref, les frontières, en réalité, restent à définir. Puis en 1947, le Raj britannique prend fin et l'Inde et le Pakistan accèdent à l'indépendance. Les deux pays se disputent l'ancien état princier du Jammu et Cachemire lors de la première guerre indo-pakistanaise en 1947-1948 et à l'issue de la guerre, les deux protagonistes en prennent chacun le contrôle d'une partie tout en revendiquant l'entièreté. Puis en 1949, la guerre civile prend fin en Chine et le pays devient communiste. En 1950-51, il prend le contrôle du Tibet et se met à revendiquer la région sous contrôle indien de l'Arunachal Pradesh, que les Chinois appellent Tibet du Sud, et qu'ils considèrent comme faisant partie du Tibet qu'ils viennent d'annexer. Il revendique également l'Aksai Chin, partie nord de l'ancien état princier du Jammu et Cachemire, que l'Inde considère comme faisant partie de son territoire, car elle se base toujours sur la Ardak-Johnson Line. Donc on a des premières tensions entre l'Inde et la Chine, basées sur des revendications territoriales officielles. Puis en 1959, la Chine propose à l'Inde, de manière non officielle, un compromis. La Chine renoncerait à ses revendications sur l'Arunachal Pradesh, qui resterait donc indien, et en échange, l'Aksai Chin deviendrait chinois. Mais l'Inde refuse, répliquant que les deux régions lui reviennent. La même année, suite à un soulèvement tibétain contre l'occupation chinoise, l'Inde accueille le Dalai Lama ainsi que de nombreux Tibétains en exil, ce qui provoque la fureur de la Chine. De son côté, la Chine a construit au cours des années 50 une route qui relie le Tibet au Xinjiang et qui passe par l'Aksai Chin. Cette sous-région étant difficile d'accès pour les autorités indiennes, celles-ci ne se rendent compte de l'existence de cette route qu'une fois mentionnée sur des cartes chinoises. Et évidemment, l'Inde n'apprécie pas vraiment. Tous ces éléments de tension mèneront finalement à la guerre en 1962, lorsque l'armée chinoise pénètre simultanément l'Aksai Chin et le Tibet du Sud. Je vous passe les détails du conflit, mais la Chine en sort victorieuse et finit par occuper de manière permanente l'Aksai Chin, qui devient donc de fait chinois. Mais en revanche, l'Inde garde le contrôle sur l'Arunachal Pradesh ou Tibet du Sud.
La nouvelle délimitation entre l'Aksai Chin et le reste du Cachemire est appelée Line of Actual Control, et on applique parfois également cette dénomination à la frontière au niveau de l'Arunachal Pradesh. Et c'est encore aujourd'hui ce qui fait office de frontière entre l'Inde et la Chine, et autour de laquelle ont lieu parfois des affrontements. De son côté, le Pakistan règle définitivement ses différends frontaliers avec la Chine en lui cédant une portion de territoire en 1963, la vallée de Shaksgam. Alors depuis les 60 dernières années, il y a eu des périodes de réchauffement des relations, de refroidissement, mais le litige frontalier n'a jamais été réglé. Les tensions se sont accentuées depuis le début des années 2010 et le dernier affrontement d'importance date de la nuit des 15 et 16 juin 2020, lorsque des militaires chinois et indiens s'affrontent dans la vallée de Galwan. L'escarmouche fait 20 morts côté indien et côté chinois, la Chine en déclare 4 seulement, tandis que les Indiens en évoquent 43. Donc voilà un résumé, simplifié évidemment, des tensions aux frontières entre les deux pays. Et la question des frontières est étroitement liée à un autre sujet, c'est celui des ressources en eau. Et c'est notre deuxième thématique. En effet, le plateau tibétain est la source de nombreux fleuves et rivières qui viennent ensuite alimenter tout le sud de l'Asie, depuis le Pakistan jusqu'au Vietnam. Et c'est un avantage pour la Chine puisque le contrôle de l'eau lui offre un moyen de pression sur ses voisins, notamment en ce qui concerne le cours du fleuve Brahmapoutre. Un premier barrage est opérationnel sur son cours principal dans la partie chinoise, et depuis 2015, 3 autres sont en construction. Et en novembre 2020, la Chine annonce la construction de un ou plusieurs barrages supplémentaires d'une puissance cumulée de 60 gigawatts, ce qui en ferait l'installation hydroélectrique la plus puissante du monde, détrônant le barrage des Trois Gorges, en Chine également, d'une puissance de 22,5 gigawatts. Alors évidemment, ce projet inquiète l'Inde, mais également le Bangladesh qui se trouvent en aval, puisque ces retenues d'eau auraient pour conséquence de perturber le débit et les cycles de crue du fleuve, mais également de bloquer une partie des alluvions qui parcourent le Brahmapoutre et qui rendent les terres qui le bordent fertiles. C'est stratégique pour l'Inde car les eaux du fleuve sont utilisées dans l'état de l'Assam pour la culture irriguée. On y fait pousser du riz, du colza, du maïs, et le secteur agricole emploie 70% de la population, soit environ 22 millions d'habitants. Dans ce type de configuration, l'idéal, c'est que des accords soient passés entre les pays en amont et ceux en aval des fleuves et rivières pour se mettre d'accord sur un débit minimum afin que les pays en aval ne se trouvent pas trop lésés. Mais ce n'est pas le cas ici entre la Chine et l'Inde. Alors la solution envisagée par l'Inde est de construire également un barrage qui lui servirait de réserve d'eau afin d'augmenter ou de diminuer le débit suivant les besoins des terres agricoles en aval. Alors pour nuancer, il faut préciser quand même que tout le débit du Brahmapoutre dans la partie indienne ne vient pas que de Chine, le fleuve est aussi alimenté par tout un bassin versant en territoire indien. Alors ensuite, on ne peut pas parler des relations entre l'Inde et la Chine sans évoquer un troisième acteur, le Pakistan, et c'est notre troisième thématique. Les relations entre l'Inde et le Pakistan sont très tendues et mériteraient également une vidéo, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Simplement, on a déjà évoqué la première guerre indo-pakistanaise de 47-48, mais il y en a eu 2 autres en 1965 et 1971, en plus des nombreux conflits et incidents de plus basse intensité qui ont eu lieu depuis les années 40. Cette rivalité arrange bien la Chine puisque sur le dossier indien, elle trouve donc un partenaire solide chez le Pakistan, qu'elle n'hésite pas à aider militairement. Le Pakistan représente en moyenne 35% des exportations chinoises en armement militaire, et la Chine l'a notamment aidé à développer de nouveaux missiles, qui, dès les années 90, donnaient au Pakistan la capacité de frapper directement New Delhi. Les deux pays ont également développé conjointement un avion de combat, le bombardier JF-17, mais surtout, la Chine a été d'une aide précieuse pour le Pakistan dans le développement de l'arme nucléaire. Alors pour rappel, l'Inde et la Chine la possèdent également. En fait, il y a un intérêt commun à cette collaboration. Le Pakistan trouve dans la Chine un allié solide qui le soutient régulièrement sur le plan international, notamment à l'ONU, contrairement aux Occidentaux. Et pour la Chine, le Pakistan est un moyen d'empêcher l'Inde de maîtriser sa région. Une collaboration économique existe également entre la Chine et le Pakistan, Beijing investissant notamment dans un corridor passant par la région du Cachemire administré par le Pakistan mais revendiqué par l'Inde. Elle souhaite ainsi accéder à l'océan Indien sans avoir à passer par le détroit de Malacca. Et ça n'arrange donc pas les relations entre l'Inde et la Chine, puisqu'ici, d'une certaine manière, la Chine montre qu'elle reconnaît la souveraineté du Pakistan sur cette partie du Cachemire, et du point de vue indien, la Chine investit dans des infrastructures sur une partie de son territoire sous occupation pakistanaise. Et ce corridor finit sa route notamment au port de Gwadar, dans lequel la Chine investit également. Alors le port de Gwadar donne accès à l'océan Indien, et cet océan est stratégique pour la Chine, qui tente d'y gagner en influence, tandis que l'Inde, de son côté, le considère un peu comme son arrière-cour. La concurrence entre les deux pays dans cette zone est donc un point déterminant dans leurs relations, et c'est notre quatrième thématique. En plus de Gwadar, la Chine investit également au Sri Lanka dans les ports de Colombo et de Hambantota, ou au Bangladesh avec le port de Chittagong et en Birmanie avec celui de Kyokpyu.
Ces investissements font partie du grand projet du président Xi Jinping des nouvelles routes de la soie. On en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est la volonté de la Chine de dynamiser ses échanges économiques avec le monde pour l'abreuver de ses produits manufacturés. Pour cela, elle investit massivement un peu partout dans le monde, notamment dans des infrastructures de transport, routes, chemins de fer et bien sûr ports de commerce. Alors pour tenter de maintenir son influence dans l'océan Indien, l'Inde réalise également des investissements dans les ports de Chabahar en Iran ou Sittwe en Birmanie par exemple, et renforce sa présence militaire notamment sur les îles Andaman et Nicobar, ce qui lui permet de surveiller les entrées et sorties du détroit de Malacca. Des bâtiments militaires indiens pénètrent également régulièrement la mer de Chine méridionale, que la Chine tente de contrôler, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, et à l'inverse, New Delhi craint que des sous-marins militaires chinois ne naviguent dans l'océan Indien. Donc finalement, chacun tente un peu de pénétrer l'aire d'influence historique de son adversaire. En fait, l'intérêt pour la Chine dans l'océan Indien, c'est d'y avoir une présence militaire suffisante lui permettant de sécuriser ses routes commerciales maritimes. Alors pour contrer l'influence de la Chine, l'Inde cherche des partenaires. En 2016, elle signe un accord avec les États-Unis. Cet accord permet aux deux États d'utiliser les bases militaires de chacun afin de se réapprovisionner ou d'effectuer des réparations. Et par ailleurs, l'Inde participe annuellement aux exercices militaires Malabar avec les États-Unis et le Japon. D'autres États y participent ponctuellement. Et en 2020, l'une des phases de ces exercices s'est déroulée dans le golfe du Bengale, près du détroit de Malacca. Et les participants assument totalement le fait qu'ils aient pour objectif de démontrer à la Chine leur capacité militaire commune et la manière dont elle pourrait être utilisée en cas de conflit, notamment en bloquant ce détroit qui est absolument stratégique pour la Chine, que ce soit commercialement, on l'a vu, mais aussi en termes d'approvisionnement en hydrocarbures en provenance du Moyen-Orient. Alors il faut tout de même nuancer, malgré cette collaboration avec les États-Unis, l'Inde souhaite rester autonome, ne pas être intégrée dans un bloc ou dans un réseau d'alliances qui restreindrait ses marges de manœuvre. On peut par exemple noter que son premier partenaire commercial dans le domaine de l'armement reste la Russie, d'où elle importe notamment des bâtiments de guerre et des systèmes antiaériens. La collaboration avec les États-Unis et ses alliés lui sert en fait à sortir de son isolement face à la Chine, ayant conscience qu'elle ne fait pas le poids militairement. Car en 2021, le budget militaire indien est de 74 milliards de dollars, soit 2,5% de son PIB, contre 178 milliards officiellement pour la Chine, soit 1,2% de son PIB. A noter que d'autres estimations donnent le chiffre de 261 milliards de dollars pour la Chine. Mais quoi qu'il en soit, l'Inde a bien conscience qu'elle a besoin de soutien sur le dossier chinois. Et le domaine militaire n'est pas le seul dans lequel l'Inde se sent dépassée. C'est le cas également sur le plan économique, et c'est notre cinquième et dernière thématique. Plus que dépassée, l'Inde est même devenue dangereusement dépendante de son voisin. La balance commerciale penche largement en faveur de la Chine. Elle a exporté pour 65,3 milliards de dollars vers l'Inde en 2019-2020, tandis que l'Inde a exporté pour seulement 16,6 milliards de dollars vers la Chine, soit une balance commerciale en défaveur de l'Inde de presque 49 milliards. Le problème de l'Inde, c'est qu'elle n'a pas le tissu industriel nécessaire qui lui permettrait d'exporter vers la Chine des produits à forte valeur ajoutée. Vous le voyez sur ce tableau, en 2018, l'Inde a surtout exporté vers la Chine des produits semi-finis et des matériaux bruts, tandis que la Chine a exporté vers l'Inde beaucoup de produits industriels, de produits semi-finis également certes, mais aussi des biens de consommation, donc des produits avec une meilleure valeur ajoutée. Alors depuis 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi a lancé une grande campagne intitulée Make in India. Le but est de promouvoir le secteur manufacturier indien. Des mesures ont été mises en place allant dans ce sens. Par exemple, en 2019, l'Inde s'est retirée des négociations du RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, un accord de libéralisation commerciale rassemblant 15 pays de l'ère asiatique, dont la Chine. La raison principale de ce retrait était la crainte que cet accord accélère encore davantage l'afflux de produits chinois. En février 2020, une augmentation des droits de douane a été imposée sur certains produits venus de Chine, et en avril, des mesures de contrôle sur les investissements chinois ont été renforcées. Puis, suite à l'affrontement de juin 2020 dans l'Himalaya dont on parlait tout à l'heure, le gouvernement indien a également interdit des applications mobiles chinoises, la liste atteignant 267 applications en novembre, et parmi elles la célèbre TikTok. Selon le gouvernement, ces applications portaient préjudice à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public. Donc on voit que l'Inde se débat pour essayer de se maintenir au niveau de son rival régional. Mais la Chine est clairement en avance, que ce soit sur les plans géopolitiques, militaires ou économiques. On se demande si l'Inde pourra maintenir de telles mesures protectionnistes qui pèsent sur ses acteurs économiques, alors que la Covid-19 frappe déjà très durement le pays. Quoi qu'il en soit, un affrontement massif et frontal entre les deux puissances est extrêmement peu probable, personne n'y a intérêt, la Chine est plutôt la spécialiste du grignotage, elle avance ses pions petit à petit en essayant de ne jamais franchir la ligne rouge.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous trouverez le lien du Tipeee dans la description. Et évidemment, encore un énorme merci à tous les tipeurs. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!